Pour parler de cette table ronde, on a 5 invités. On va commencer par Delphine Fourneau. Donc Delphine, tu es directrice artistique. Tu es prof à IARTSUP, c'est ça? Ça fait 8 ans que tu travailles dans le jeu vidéo. Ah, ça fait plus. Combien de temps? Presque 10 ans, ok. Et donc, de ce que j'ai vu, tu as fait essentiellement des jeux mobiles. J'ai vu Aria ou The Guardians. N'hésite pas. Ouais. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ton parcours, sur ton travail. Oui, en fait, donc, je suis directrice artistique et game artiste en freelance. Donc ça fait 4 ans maintenant quasiment que je suis en freelance. Et effectivement, jusque maintenant, j'ai surtout travaillé sur des prods mobiles. Donc il y a eu Oniri Islands et Aria avec Tourmaline. C'est le même studio qui a produit les deux jeux. Et The Guardians, c'était plutôt un jeu de recherche. Et en fait, en parallèle de ces productions-là, moi, je suis aussi créatrice de jeux. Donc j'ai aussi mes propres créations en parallèle que je fais quand j'ai le temps. Ouais. Et donc en 2016, j'ai sorti Sacramento dans ce contexte-là. Et là, cet été, j'ai sorti Stone of Solace, qui sont des jeux gratuits, du coup, mais avec une dimension plus expérimentale, on va dire. Ok. Et donc, on a aussi Al236. Salut. Et alors, j'ai vu que tu étais prof d'art plastique à l'époque. Il y a eu un moment où j'ai fait quelques ça. heures en prof d'art plastique, mais c'était avec des 4e, 3e dans un bahut catholique et tout, donc c'était plus serré que ce que je voulais apporter en art, qui moi est dans des univers un peu plus sombres, un peu plus foufou, quoi. Donc voilà, moi je suis passionné par la création artistique et je fais ça sur une chaîne YouTube où je partage des analyses un peu artistiques sur des œuvres vidéoludiques ou pas, et du manga, etc. Voilà. Ouais, j'ai repris ta bio Twitter, c'était archéologue d'univers fictif, tu cherches une entrée vers le labyrinthe de l'imaginaire. Ouais, c'est classe quand même. Ouais, c'est pas mal. Non, j'aime bien juste l'idée de explorateur d'univers fictif, c'est qu'en vrai, tout l'univers jeu vidéo crée un espèce de continent qui, du coup, aujourd'hui peut aussi être exploré comme on regarderait un bâtiment ancien ou quelque chose. Enfin, la pop culture peut être explorée un peu. Et voilà, moi, c'est comme ça que j'aborde le truc, mais voilà, c'est... Ok. Et tu travailles aussi pour Canard PC? Je fais une chronique par mois pour eux, voilà. Et c'est trop cool et ils sont super et tout ça. Voilà. Ça marche. On a aussi du coup un bot pourrait faire ça. Donc tu es vidéaste aussi. Alors tu me diras si c'est une bonne description. J'ai mis vidéaste qui parle des jeux différemment. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. Du coup, oui, je parle des jeux AAA ou indépendants, mais à chaque fois j'essaie de trouver un angle un peu inattendu à chaque fois, donc sur ma chaîne YouTube. Et voilà. On a aussi Samuel Aquil. Donc Samuel, tu fais partie de l'Amicale de Production, qui est une coopérative de projets qui édite des formes transversales à cheval entre les arts visuels et le spectacle vivant. Et du coup, tu travailles, tu fais des jeux vidéo non pas pour ordinateur, mais avec des ordinateurs, si j'ai bien compris. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler un peu de... Oui, bonjour. Oui, alors moi j'ai une formation en art plastique, en gros, dans une école de design. Et du coup, je travaille avec l'Amicale de Production qui fait plutôt des spectacles, mais aussi des expositions, qui est à cheval, comme tu dis, entre les arts plastiques et les arts vivants. Et du coup, je m'intéresse aux jeux vidéo, mais je fais pas des jeux vidéo. Enfin, je sais pas faire. Comme j'ai été formé aux Beaux-Arts, je sais rien faire bien. Et du coup, mon premier jeu vidéo, c'était un jeu qui se jouait sur le bureau de l'ordinateur. Il fallait déplacer des fichiers dans des dossiers, et c'était ça le jeu. Et, pour vous donner une idée des jeux que je fais, quoi. Voilà. Et donc Simon Thomas, tu fais partie aussi de l'Amicale de Production, mais tu es plus dans le théâtre, je crois, tu es metteur en scène. J'ai vu que tu avais fait récemment Should I Stay or Should I Go, une pièce de théâtre où du coup c'est 4 personnages qui essaient de s'échapper d'un lieu qui est déjà ouvert en fait, c'est ça? Voilà, ça s'appelle Should I Stay or Should I Stay, du coup. Ah, pardon. C'est ça la vanne. Ouais. Sinon c'est pas drôle. Oui, et du coup je fais aussi partie de l'Amicale fraîchement. Et du coup, je mets en scène et puis j'écris des spectacles. Et j'ai pu m'incruster aujourd'hui avec vous parce que mon 3e spectacle, c'est une adaptation, réécriture de The Stanley Parable. Ouais. Et voilà. Et du coup, ça... Et d'ailleurs, tu nous feras une présentation du coup juste après la table ronde de Stanley Parable. Ok. On va commencer le sujet. Déjà, avant de commencer, il y a une erreur dans le titre. Est-ce que vous l'avez remarqué ou... Oui. Ouais.
8e. C'est ça. Ouais, Ah oui, alors vous il y voulez a... pas casser la tête. Mais... En fait, il y a 10 arts officiellement. Je les rappelle. Donc il y a architecture, sculpture, art visuel, musique, littérature, art de la scène, cinéma, art médiatique, BD et enfin en 10e, jeux vidéo. Et donc l'idée de la table ronde, c'est aussi de se demander si on peut repenser un peu ce classement. Je crois que le jeu vidéo du coup est officiellement considéré comme un art depuis 2012. C'est le MoMA qui a commencé à exposer des jeux vidéo. Et donc ma première question, c'est est-ce que le jeu vidéo a sa place dans un musée? Et si oui, qu'est-ce qui peut être considéré comme de l'art? Est-ce que c'est son gameplay? Est-ce que c'est son style graphique? Son scénario? Je sais pas. Est-ce qu'on peut exposer un jeu vidéo dans un musée? Alors, du coup, le MoMA l'a fait, donc oui, on peut exposer des jeux vidéo. Mais par contre, le MoMA ne l'a pas vraiment exposé comme du jeu vidéo. Ils l'ont vraiment exposé comme un objet de design, plutôt vraiment que vraiment comme un jeu qui... voilà. Mais à côté de ça, depuis, il y a eu plein d'expositions qui ont traité du jeu vidéo sous toutes ses formes. Et pour beaucoup, il y a beaucoup de trucs différents, mais beaucoup se concentrent sur l'aspect rétro gaming, ce qui est un peu dommage. C'est un peu la majorité des expositions depuis quelques années. Mais il y en a d'autres qui se mettent en place et qui traitent du coup pas que des jeux vidéo AAA, très connus, etc. C'est une vaste question, on pourrait presque passer 1 heure sur cette question. Ce qui est dit intéressant, c'est que est-ce qu'on le montre en termes, voilà, une archive du passé, on vous la montre comme un objet, donc voir un écran avec Mario, est-ce que c'est vraiment un dispositif d'œuvre d'art, ou est-ce que c'est on vous montre un jeu qui dans sa démarche, sa façon de le jouer, de l'expérimenter, peut-être déclenche des ressorts artistiques qu'on accole à l'art plus classique entre guillemets. Moi je trouve que est-ce que le jeu vidéo est un art? Moi oui, c'est ce que je pense. Il y a des jeux qui sont volontairement dans cette lignée de proposer quelque chose d'artistique purement. Et d'autres, est-ce que Tetris, c'est considéré comme de l'art? Son premier objet, c'est d'être fun, d'être efficace. Enfin, voilà, il y a plein de jeux qui n'ont pas pour prétention d'être un art. Ils peuvent l'être sans le vouloir. C'est hyper dur, je trouve, de définir cette question. Moi, j'ai envie de croire que oui, parce qu'il y en a qui sont purement artistiques et que ça suffit pour moi à englober ça comme un art. Maintenant, il y a des gens qui vont dire très justement, moi je fais pas de l'art, je fais un logiciel, on est 150 à bosser dessus. Enfin, ça pose plein de questions. Voilà, mais Jeff Koons, il emploie 30 personnes pour faire ses œuvres. Est-ce que c'est lui qui fait ses œuvres ou est-ce que c'est son équipe? Enfin, ça pose des questions géniales et on peut pas y répondre comme ça, mais ça va être l'objet de notre échange. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? On va tous répondre à toutes les questions. On peut. Ok. Oui. Attends, c'est quoi la question déjà? C'était oui. Le jeu vidéo a sa place dans un musée. C'est ça. Moi, j'ai aussi vu des jeux vidéo dans un. Je parle trop près du micro, peut-être. Non, ça. J'ai vu aussi des jeux vidéo dans un musée à la Biennale de Design de Saint-Étienne. Ils avaient fait une petite expo dans un coin avec des jeux en rapport avec le travail. Ils avaient fait une collection de serious games, quoi. Et c'était très bien. Et je pense que au final, la question de qu'est-ce que tu montres quand tu montres un jeu vidéo, c'est intéressant parce qu'effectivement, enfin, on peut facilement montrer la part visible du jeu vidéo, c'est-à-dire effectivement son thème, son graphisme, des choses comme ça. Mais ce qui est essentiel au jeu vidéo, c'est-à-dire les règles du jeu et les choses comme ça, c'est peut-être plus compliqué à exposer. Et finalement, est-ce qu'on peut exposer le jeu vidéo? En fait, ça dépend des curateurs qui font des expos et de ce qu'ils décident de faire. Je pensais à l'expo de la Gaieté Lyrique où Jeanne ici a fait la médiation. Il n'y avait pas de jeux vidéo, je crois. Il n'y en avait pas, ouais. Est-ce que c'est... Pourquoi? Tu sais. J'interroge le public. Non mais ouais. Ah oui, non, je pensais pas à Assassin's Creed, je pensais à celle d'après sur le féminisme. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Voilà, les curateurs finalement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, quand tu es curateur et que tu veux faire une expo avec telle idée, tu peux montrer des cailloux et des bouts de machin. Enfin, le problème, c'est pas si c'est considéré comme de l'art ou pas, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu veux faire dire au truc. Et je sais pas, j'ai pas vu beaucoup d'expos de jeux vidéo en tout cas, à part ça. Il y en a déjà. Ah ouais, bien joué. Donc, concernant la question initiale, évidemment, oui, ça peut être exposé. Moi, des expos de jeux vidéo, j'en ai vu pas mal, pour le coup, à l'international.
mais c'était jamais dans des musées traditionnels, on va le dire comme ça. C'était vraiment des expositions des expositions de jeux vidéo. Je pense notamment à Noplaisir à Londres, la dernière à laquelle je suis allée, je crois que c'était en 2017. En fait, les curateurs de Noplaisir sont toujours vachement à cœur de montrer le process qu'ils ont mené au résultat, et c'est à chaque fois hyper intéressant et aussi hyper playful. Enfin, genre c'est familial en fait comme événement, c'est ça qui est assez fou. Ils font ça très très bien. Un autre événement qui fait ça plutôt pas mal, c'est Amaze à Berlin, où là pour le coup on va avoir face à nous un peu l'avant-garde du jeu vidéo, si on peut le dire comme ça. Donc je pense que clairement le jeu vidéo a sa place dans des expositions, et c'est même primordial qu'on puisse voir tout le champ des possibles, parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années justement à quel point c'était un médium qui était puissant. Après, c'est peut-être qu'un ressenti, hein, là c'est plus un avis personnel. Dès qu'on entre dans des musées plus traditionnels ou dans des institutions, j'ai l'impression qu'on a tellement encore cette perception de l'art comme quelque chose à part, que dès qu'on met un jeu vidéo, quelque chose qui a rapport au jeu vidéo dans un musée, les gens vont plus y jouer justement, ou hésiter à y jouer. Nous, c'était ce qui nous était arrivé il y a quelques années. En fait, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Klondike, et on a au début du collectif fabriqué une borne d'arcade sur laquelle on mettait nos jeux. Et cette borne, c'était en 2013 ou 2014, je me souviens plus très bien, je me rappelle même plus du nom de l'expo, je suis vraiment désolée, c'était à la Gaîté Lyrique à Paris. Et on avait ramené la borne, et elle était dans la grande salle où il y a le bar de la Gaîté Lyrique. Et en fait, c'était assez marrant parce que c'était une expo d'art numérique, et certaines personnes n'osaient plus toucher la borne, c'était devenu un objet à observer, ah oui, d'accord, qu'est-ce qui se passe, alors que nous, on voulait juste que les gens jouent à nos jeux. Et bref, du coup, je pense qu'il y a peut-être encore c'est encore un peu clivant. Je sais pas trop ce que je veux rajouter, si ce n'est que je trouve que déjà de vouloir classifier ce qui est art ou ne l'est pas, et de faire un top 12, voilà, c'est quand même une idée un peu saugrenue. Et que potentiellement un menuisier peut faire de l'art ou ne pas en faire, et que la menuiserie n'est pas dans la liste que tu as donnée. Moi, là où je trouve qu'il y a une vraie différence par rapport à d'autres formes que ça pourrait prendre d'art, c'est le jeu vidéo a un principe d'immersion de la personne pour qui il est destiné, et il n'est pas juste interactif. Et du coup, il se place de manière très différente par rapport à ce que pourrait être une peinture. Voilà, c'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est juste que ça change fondamentalement la nature de l'objet que ça crée, quoi. Voilà. Moi, j'ajouterais, là on a parlé du jeu vidéo qui existe déjà et qu'on met dans un musée, mais il y a aussi un artiste qui peut décider demain de faire une œuvre interactive qui met en place des dispositifs de jeux vidéo où il a été créé pour le musée. Le but c'est que s'il y a plus de 20 personnes, le truc se met à cracher. Enfin, on peut inventer des milliards de dispositifs. Et là, du coup, le jeu vidéo a peut-être plus encore sa place autrement que comme un témoignage historique d'une technique. Pardon, c'est le texte. Et du coup, là, moi, je connais malheureusement assez peu ce qui se fait. Je sais qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais là, clairement, il y a une vraie place dans le musée parce qu'il a été pensé pour ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Ouais. Et justement, par rapport à ça, je voulais vous demander à toi, Alt et un bot, si, parce que ce que vous faites, c'est aussi de l'exposition de jeux vidéo sur vos chaînes YouTube. Vous parlez de jeux vidéo en particulier qui vous ont marqué. Est-ce que vous pensez que Internet, c'est un peu le musée du futur aussi Le musée du futur, je ne sais pas, mais le musée du présent, oui. Parce qu'il y a pas mal, déjà dans les arts plastiques plus classiques, il y a pas mal de galeries qui sont uniquement en ligne, comme Panthère Moderne, par exemple, qui expose par exemple des images 3D ou des gifs ou ce genre de choses, ou des vidéos. Et il me semble aussi qu'ils avaient eu une pièce interactive à un moment, alors je ne sais plus exactement. Et donc oui, Internet, en tant que musée, en tant que galerie curatorée, ça existe. Et puis aussi, ça donne aussi accès à plein de choses qu'on n'aurait peut-être pas vues de manière traditionnelle.
C'est encore une vaste question que tu poses là. Ah, que des vastes questions. En 2 mots, oui, c'est un musée dans le sens où on a accès à la tour de Babel des images. Enfin, moi-même, je vais malheureusement plus assez dans les musées, mais je passe ma vie sur Google Images. Est-ce que j'expérimente la même chose que dans un musée? C'est une autre question. Moi, j'ai de l'imagination. J'ai l'impression que quand je vois l'image, j'essaie d'en tirer une émotion qui est aussi forte que dans un musée, mais il faut quand même mettre cette petite notion-là. Et un autre biais qui m'intéresse, c'est par exemple si tu prends Bloodborne, qui est un jeu d'un studio japonais, un jeu de baston. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de 15-16 ans qui ont découvert le romantisme noir du 19e sans même se rendre compte qu'ils étaient en train de le découvrir. C'est-à-dire que eux, les concept artistes du jeu ont complètement plongé dans cet univers. Ils ont fait une espèce de synthèse Lovecraftienne incroyable. Et je pense que sans s'en rendre compte, les gens qui jouent à ça et qui s'y connaissent pas forcément en art sont en train d'expérimenter énormément de transmission d'émotions, etc. Donc c'est aussi une façon un peu détournée et intéressante de montrer qu'un jeu, si tant est qu'il ait une ambition d'incrémenter en lui-même des données artistiques, a une fonction de musée un peu involontaire en fait. Et ça me fascine aussi beaucoup ce moyen. Mais Internet, bien sûr, enfin, on a dans notre poche un truc qui te donne accès à quasiment tout ce qui existe. Et ça, en soi, si on le voit comme un musée, moi je trouve que c'est un outil vertigineux dans ce sens. Oui. Est-ce que c'est pareil qu'un musée? Ça, c'est une autre question. Parce que, ouais, toi aussi, Delphine, par exemple, tu as un site internet. Est-ce que c'est pour exposer aussi ton travail? Enfin, c'est dans l'idée d'exposer? Ou alors c'est plus pour regrouper tes travaux et... Alors, mon site internet, il a plus un rôle de portfolio en ligne. Ouais. Et il a pour but de rendre mon travail visible. Mais l'objectif premier, c'est de trouver du travail par le biais de cette plateforme. Mais ce que j'ai pu faire, moi, de mieux pour rendre mes jeux visibles, c'est je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais moi, je les ai mis gratuits en accès libre. C'était une façon de me garantir qu'il allait pouvoir être téléchargé par plein de personnes. Mais par contre, si comme on parlait de musée, ça m'a fait penser à une réalisation, enfin même 2 réalisations qui ont eu lieu ces dernières années, qui sont le Zayom Museum et le Zayom Garden, qui ont été initiés par un artiste qui s'appelle Pose Menu et qui lui a fait appel à plein d'artistes, mais pas forcément de personnes du jeu vidéo, mais la majorité quand même venait du jeu vidéo, et dans lequel, en fait, c'est une espèce de galerie virtuelle qui réunit plein d'œuvres d'artistes vidéoludiques ou non. Donc certaines sont interactives, certaines sont comme des espèces de statues, sauf que c'est un modèle 3D, et c'est assez génial comme projet, je trouve, justement dans cette notion de... Du coup, le musée, on le ramène dans un monde virtuel, faute d'être dans de vrais musées, en fait. Tu vois une différence dans les 2 expériences entre aller dans un musée et aller dans ce musée virtuel? C'est assez différent comme expérience, ouais. En fait, il y a le côté tangible qu'on a moins forcément dans la partie virtuelle, genre d'observer les matières. Ça, moi, c'est ce qui m'intéresse quand je vais dans un musée, et puis la perception peut-être aussi de l'espace. Dans le Zayom Museum et dans le Zayom Garden, c'est plus... en fait, on va avoir potentiellement une dimension sonore en plus, et vraiment une immersion et une interactivité. Je pense à cette salle dans laquelle c'est séparé en salles, vraiment comme dans un musée. Et je pense à cette salle dans laquelle on entrait, il y avait un tableau dans le fond. Et il n'y avait rien de spécial sur ce tableau, on pouvait juste commencer à le regarder, mais plus on le regardait, et plus il commençait à y avoir des distorsions sur l'écran. Et en fait, d'un coup, la salle devenait une espèce de distorsion géante. Alors, faire attention parce que ça peut faire un peu tourner la tête. Mais en gros, et le titre de l'œuvre, c'était Tableau maudit ou quelque chose comme ça. Et on avait l'impression d'être ensorcelé parce que tout était déformé. Et clairement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre dans un musée. Je trouvais ça vraiment intéressant en fait, comme expérience. Je vous recommande du coup d'aller jeter un petit coup d'œil. C'est gratuit aussi en plus. Donc, sauf dans les musées maudits peut-être. Voilà. Moi, je n'ai pas spécialement quelque chose à rajouter là-dessus en particulier. Ne venant pas directement du jeu vidéo. Voilà, tout ça. Samuel non plus. Si, moi je veux dire un truc. Moi je veux juste dire que les musées ils ont une double mission de montrer et de conserver. Et que à cet égard, on ne peut pas faire confiance
Internet pour ça. Il y a des entreprises comme, je sais pas, OVH ou quoi, ils s'en foutent de conserver. Enfin, bon, ils s'en foutent pas, mais enfin, je veux dire, c'est pas des musées. Du coup, voilà, je voulais juste dire ça. Sur la question du coup de la conservation, il y a un musée qui s'appelle le Asset Museum et qui est assez intéressant parce qu'il propose à des game designers confirmés ou amateurs de stocker un sprite, un modèle 3D, un asset, quel qu'il soit, et de le mettre comme ça en exposition virtuelle. Et donc voilà, ça rajoute... Bon, tu peux garder. Autre question en rapport avec un article du Nouvel Obs. Alors je cite, le jeu vidéo est un art total car s'il est ludique par nature, il porte aussi l'ambition souveraine de s'inscrire dans une histoire connotée, d'y après de correspondance et de référence à tous les arts qui l'ont précédé. Alors du coup ma question, est-ce que le jeu vidéo est un art total? Alors c'est une question compliquée. Vaste question, pardon, j'ai foiré ma blague. Mais en gros, oui. Attends, tu peux juste montrer la fin? C'était ça, là. Oui, alors il y avait cette question-là en fait avec. C'est un truc qui est dans l'histoire des médiums. Quand la photo est sortie, on a dit à quoi ça sert de peindre puisqu'on peut reproduire la réalité et que la peinture servait à reproduire la réalité. Quand le cinéma est arrivé, il a aspiré la photo et on pouvait mettre une peinture dans un film, mais tu peux pas mettre un film dans une peinture. Donc en fait, c'est vrai que le jeu vidéo peut mettre un film, peut mettre une peinture, peut mettre de la danse, peut mettre du son. En fait, c'est vrai qu'il a dans la main quasiment tous les médiums en lui-même. Il peut simuler la vie, donc tu peux simuler tout ce qui se trouve dans la vie, y compris toutes les formes d'art. Est-ce que maintenant il a l'ambition de lui avaler tous les autres arts? Je sais pas, mais de fait, je trouve que oui, c'est l'art total parce qu'il rajoute ce que tu disais tout à l'heure, à savoir l'interactivité. Et c'est un jeu où tu viens rajouter, s'il est bien fait, de toi dedans. Et si devant un tableau tu ramènes de toi aussi, tu l'interprètes à ta façon, etc. Là, c'est toi qui agis sur le rendu final de l'œuvre quelque part. Ta partie, ce sera ton œuvre et celle de l'artiste qui te l'a fait partager. Donc il y a quelque chose d'assez inédit là-dedans et qui permet de faire des choses, comme tu disais tout à l'heure, comme cette salle qui se met à se distordre complètement. Tu peux pas faire quelque chose d'aussi puissant dans la réalité. Tu peux pas faire vibrer tes murs. Donc c'est, je pense, vrai. Ça veut pas dire que c'est le meilleur art. Enfin, art total, on entend un peu. Ça supplante tout le reste. Non, tu peux me faire pleurer avec un dessin sur un papier et me laisser froid avec un jeu de 150 heures. Ça veut rien dire. Mais oui, c'est un art qui englobe tous les autres, ça je suis d'accord. Enfin, ouais. Bon, tu peux garder du coup. Rien à ajouter? Non. Oui, j'avais une question. Du coup, le jeu à la base, le jeu en soi, c'est pas un art, c'est un divertissement. Et du coup, à partir de quand on est passé d'un moyen de divertissement à un moyen d'expression dans le jeu vidéo? À quel moment on s'est rendu compte que le jeu vidéo pouvait être utilisé comme support artistique? Je dirais à partir du moment où on a commencé à sentir la sensibilité d'un artiste ou en tout cas d'un commanditaire derrière le jeu, là où le divertissement a vraiment juste un objectif, alors dans le cas d'un art, en fait on a juste un ressenti, une sensibilité qui peut prendre toutes les formes, voilà, et qui passe au travers, quand tu disais, il y a une partie de la personne ou des personnes qui l'ont conçu qui te parvient, quoi. Je dirais que c'est... Merci. Oui, alors je vais avoir une réponse très corporate, je vais vous parler de l'amicale de production. Oui, alors à l'amicale, nous, le divertissement pour nous, c'est pas un gros mot. Enfin, ce que je veux dire, je suis pas sûr de la validité de cette distinction entre... art et divertissement, en tout cas, je sais que dans plusieurs des spectacles qu'on fait à l'amicale, il y a l'idée que ce soit à la fois intéressant et qu'il y ait une ambition intellectuelle haute, mais qu'on n'est pas obligé de se faire chier en le faisant, et du coup, en assistant à ces pièces. Et du coup, ouais, c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous parler aussi d'un autre truc. Je ne sais pas si vous avez vu à la Game Design Conference cette année. Il y a deux personnes qui ont fait une conférence incroyable sur leur histoire où ils ont fait plein de jeux vidéo de roulettes pour téléphone mobile. En gros, ils ont fait un bot qui fabriquait des jeux en répétition. Vous avez vu ce truc ou pas? Putain, mais c'est incroyable, c'est la meilleure conférence de Game Design Conference. Donc c'est ces deux gars et en gros ils disent
ils ont constaté que l'écosystème des jeux vidéo sur mobile était complètement pourri. Il y avait que des copies de jeux. Et du coup, ils se sont dit, ils ont fait la démonstration par l'absurde de à quel point cet écosystème était pourri. Et du coup, ils ont fait un bot qui faisait des jeux et ils racontent tout leur processus pour faire ça. Et du coup, le jeu en lui-même qu'ils ont fait, les milliers de jeux qu'ils ont fait automatiquement avaient aucun intérêt, mais la démarche qu'ils ont fait était très intéressante. Enfin, ça répond pas hyper à la question, mais tu peux garder. Oui, alors du coup, à quel point le jeu vidéo s'est inspiré des autres arts et inversement, à quel point les autres arts se sont inspirés du jeu vidéo? Question difficile. À quel point un jeu vidéo a été influencé par les autres arts, j'aurais envie de dire depuis longtemps. mais voilà, après, il y a des jeux qui font directement référence à des peintures, à des sculptures, ou qui ont comme ambition, par exemple, de parler d'architecture, de brutalisme. Il y a un game designer dont j'ai oublié le nom, Moshe Lincoln, merci, qui se spécialise dessus. Il a fait plein de jeux et il parle que de brutalisme. Donc brutalisme, c'est le travail du béton en architecture. Et donc voilà, il s'inspire de mouvements qui existent. Mais après, même si c'est pas cité par le jeu, je pense que les game designers ou les graphistes, les artistes, enfin les programmeurs aussi, ont une sensibilité artistique, ont été bombardés d'images depuis qu'ils sont nés. Et donc je pense que de toute façon, ça se ressent là-dedans. Et je rajouterais que peut-être le jeu vidéo s'inspire pour l'instant plus des autres arts que l'inverse. Je pense que ça va venir, mais que pour l'instant, c'est plus difficile de ramener les dispositifs du jeu vidéo dans un musée, comme on le disait tout à l'heure. Donc, par contre, effectivement, la culture fait que... Et puis le temps, on est en 2019, donc tout ce qui s'est fait avant, quelqu'un qui crée aujourd'hui, s'il le veut, il descend de tout ça, quoi. Et moi, je crois pas au truc qui naît de nulle part, qui a aucun lien avec le reste. Évidemment que tout ce qu'on fait écho à des choses qui nous ont marqué sans même qu'on s'en rende compte. Et puis quand tu regardes un GTA, ça essaye de refaire l'esthétique des films de gangsters du début des 2000. Enfin voilà, il y a plein de... Tu sens que des jeux sont dans une filiation de te dire et si on faisait ça en jeu vidéo? Il y a toujours l'envie de dire ça ferait un super jeu vidéo, cette BD. Donc c'est vrai que c'est un appel de rendre le truc interactif, de rendre vivant un univers grâce aux jeux vidéo. C'est quelque chose qui s'applique à quasiment toutes les œuvres qui existent, quoi. Donc naturellement, je dirais que ça va plus dans un sens que dans l'autre, mais que ça va bouger et qu'il y a tout à inventer aussi dans la muséographie et le rapport aux artistes et du jeu vidéo. Et il y a aussi des jeux vidéo qui de plus en plus sont dans une démarche tellement extrême, dans le bon sens du terme, que tu en viens à dire que c'est plus des propositions artistiques que des jeux. Par exemple sur itch.io, qui est une plateforme que je découvre énormément, qui est géniale pour plein de raisons. Il y a une offre, entre guillemets, qui est beaucoup plus large, tout le monde peut s'exprimer, il y a des indés qui peuvent partir dans une idée un peu folle et la faire vivre, alors que dans une optique de studio, tu le ferais pas. Et sur itch.io, il y a plein de moments où j'ai fini des jeux d'une demi-heure, où j'ai fait OK, j'ai plus joué à une œuvre comme un objet que j'ai manipulé, que avoir eu du fun en disant yes, j'ai fini le jeu, quoi. Je pense juste notamment à un jeu qui s'appelle, je suis désolé, je sais plus comment, c'est sur Itch et c'est une espèce de tête d'humain gigantesque qui est couchée sur le côté avec la langue. Oui. Et en fait, tu rentres dans la bouche et à l'intérieur, tu vois les organes et tu as une voix qui te susurre des trucs malsains et c'est tout. Et en vrai, on l'a fait en stream, on était là, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, si un art, c'est un objet culturel qu'on crée pour provoquer une émotion ou un état de sensibilité chez celui qui la reçoit, c'est de l'art, en fait, quelque part. Donc je pense que le jeu vidéo n'a pas encore été au bout de ce qu'il peut proposer en termes de pure démarche artistique pure, quoi. Voilà. Tu peux garder. Oui. Ouais. Ouais, effectivement, sur la plateforme Itch.io, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir toutes ces petites expériences qui... Effectivement, le gros avantage avec cette plateforme, c'est qu'on peut mettre en ligne le jeu et le rendre accessible à plein de monde sans devoir payer $100 comme on doit le faire sur Steam, par exemple. Et du coup, d'aller se balader sur la plateforme, effectivement, on va rencontrer plein d'expériences. Et ce que je trouve assez génial, c'est que de plus en plus, le jeu vidéo s'affranchit de cette notion de un bon jeu vidéo doit être long. Et on va se concentrer sur peut-être parfois des expériences courtes. Alors c'est pas une constante, mais souvent des expériences courtes qui vont offrir juste une idée, mais très forte, très minimaliste. Et
Et plus on ira dans cette direction et plus on va explorer de nouvelles choses parce que c'est pas en faisant des jeux qui vont faire des centaines d'heures, ça prend du temps à faire en fait et d'aller à l'essentiel pour exprimer une idée, ça va vraiment continuer de permettre d'explorer le médium. Et ça fait apparaître un truc hyper intéressant, c'est je pense la taille des équipes. Quand tu es dans une équipe avec des process, plein de thunes et 150 personnes à faire vivre, tu prends beaucoup moins de risques que quand tu es tout seul en disant c'est quoi le truc qui a jamais été fait que j'ai envie de faire. Enfin, je pense que tu pars dans une folie créative plus inconsciente, quoi, tout seul en disant j'ai envie de faire ce truc-là, je vais aller à fond dans cette idée comme tu dis. Alors qu'un studio clairement va pas du tout avoir cette réflexion-là. C'est quoi le truc qui va attirer le plus de joueurs, où tout le monde va se retrouver dedans et d'argent aussi. Mais c'est intéressant. Je pense que c'est lié à la taille du créateur en fait, enfin de l'équipe quoi. Oui, et puis ça va permettre aux personnes de plus s'exprimer individuellement aussi. Bah, du coup, c'est pas mal parce que je suis peut-être l'exemple de ce truc un exemple de ce truc qui bouge, vu que là, en l'occurrence, c'est dans l'autre sens. Et c'est vrai que quand j'en parle à des gens de théâtre, du coup ils disent mais quoi, il y a un texte, et ils ont du mal à imaginer, bah oui, il vient du jeu, et ils ont du mal à tout de suite catcher que oui, et le texte est hyper bon en plus, et l'adaptation marche super bien parce que parce qu'en fait il y avait déjà un objet artistique super fort, aussi de manière textuelle entre autres, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui paraît hyper logique dans la tête des gens, quoi. Je me suis souvenu de ce que je voulais dire tout à l'heure. Ce qui est marrant, du coup, c'est que plus on arrive sur ce genre d'expérience courte, minimaliste, où des fois on va réduire au maximum le type d'interaction. Typiquement, les jeux que j'ai faits et ce qui a été fait dans mon collectif, c'est un peu ça. Et on s'est retrouvé souvent face à des personnes qui étaient en mode ok, mais du coup, c'est pas un jeu. Ah, bah c'est quoi alors? Moi, je dis que c'est un jeu. Bah, je sais pas, peut-être une expérience. Et d'un coup, quand on fait quelque chose d'un peu plus radical comme ça, on est en train de perdre des personnes qui disent non, mais ça, c'est pas un jeu, du coup. Et c'est là où on est en train de switcher, genre, ok, bon, bah, va falloir définir ce que c'est à un moment, parce que moi, je suis en train de dire que c'est un jeu, mais vous avez pas l'air d'accord avec moi. Qu'est-ce que c'est? Oui, bah là on est en train d'aborder une vaste question, encore plus vaste, qui est genre est-ce que le jeu vidéo est un art? Bon, ouais. Et est-ce que des expériences artistiques de ce type sont des jeux? Et je vous conseille à ce propos un épisode de l'excellent podcast qui s'appelle Ludology, que peut-être certains connaissent ici. Ils ont je sais plus quel numéro c'est, mais où ils traitent de cette question de à partir de quel moment on peut parler d'expérience plutôt que de jeu. Et il parle beaucoup d'un jeu qui s'appelle The Mind, que vous connaissez peut-être, qui est un jeu de cartes. The Mind. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un jeu de cartes où il faut jouer des cartes dans l'ordre de 1 à 100 en groupe, mais personne n'a le droit de parler. Avec un petit lapin sur la boîte. Voilà, avec les petits lapins ninja là. Et du coup, ils débattent là-dessus, genre est-ce que c'est un jeu? Parce qu'en fait, c'est très facile de tricher, il y a très peu de règles et tout, et du coup, ils parlent de ça et c'est assez intéressant. Ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à ce que tu disais, Simon, parce que c'est vrai que du coup moi aussi je suis en train d'écrire une pièce dans le réseau des arts vivants, donc avec des théâtres. Mais cette pièce, c'est une sorte de LAN party, puisque j'invite les gens à venir au théâtre avec leur ordinateur, on se branche ensemble et on joue à des trucs que j'ai fabriqués, qui pour le coup s'inspirent pas du vocabulaire du jeu vidéo, parce que j'ai pas envie de faire un jeu avec des visuels et un bonhomme qu'on se déplace et tout, mais je veux plutôt utiliser des matériaux textuels, qui sont les matériaux du théâtre, quoi, on pourrait dire. Mais je dirais que ce qui pourrait manquer au théâtre pour vraiment qu'il y ait une fertilisation féconde entre les différents mondes, c'est en fait qu'il manque de compétences et de moyens. C'est-à-dire que dans les théâtres, tu as toujours des techniciens qui font de la lumière, qui font du son, mais t'as pas un programmeur, t'as pas un développeur de jeux vidéo qui est en résidence dans le théâtre et qui est là pour les gens qui viennent faire des jeux vidéo au théâtre. Et du coup, moi je galère à fond pour trouver les compétences, parce que payer un développeur, c'est hyper cher. Et dans les économies des arts vivants, où on n'a pas énormément d'argent, c'est quasiment impossible. Alors que s'il y avait des équipes sur place qui étaient payées par les théâtres, ce serait super facile. Et du coup, ça explique pourquoi les gros studios de jeux vidéo, bah ouais, ils peuvent faire un jeu vidéo sur le Louvre, c'est pas difficile, mais l'inverse est moins vrai, quoi. Je sais pas s'il y a des théâtres qui font des jeux vidéo, mais je crois pas.
Si, il y a le Grand Bleu, ils font des trucs, des bornes interactives, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, ils voulaient en faire une en tout cas. Du coup, sur la question de l'influence du jeu vidéo, je voulais rajouter quelque chose, c'est que il y a le mouvement qui s'appelle Post-Internet Art, qui est un mouvement relativement récent dans les arts plastiques et qui du coup s'inspire complètement, alors pas que du jeu vidéo, de tout ce qui est interactif numérique. Donc ça s'inspire des visuels des premiers internets, comme des réseaux sociaux actuels, et il y a beaucoup d'imagerie 3D qui rappellent des jeux vidéo, qui peuvent rappeler des jeux vidéo, mais pas que, les effets spéciaux des films. Enfin voilà, c'est une sorte de mélange d'influences qui du coup qui prend forme avec plein de médiums différents. Ça peut être des images, ça peut être des sculptures, physiques ou numériques d'ailleurs, et voilà, ça peut être plein de choses. Donc finalement, le jeu vidéo inspire les jeunes artistes, puisqu'ils ont grandi, ils ont travaillé avec. Et d'ailleurs, il y a aussi, dans ce côté-là, il y a pas mal d'artistes plasticiens qui travaillent avec des jeux vidéo, qui n'en créent pas, mais qui vont détourner tout simplement des jeux, bon, comme avec des pièces de théâtre. Et du coup, voilà, ça influence quand même. Je peux dire mon artiste préféré qui fait ça ou pas? C'est un Américain, j'ai oublié son nom, mais il va sur les serveurs d'America's Army. Vous connaissez America's Army? Tu connais l'exemple peut-être? Comment il s'appelle? Ouais, j'ai oublié son nom. Et c'est une pièce qui s'appelle Dead in Iraq, qui est de 2004 ou 2005. Et c'est ça, Joseph Delap, ouais, c'est ça. Il arrive, il jette son arme et il tape dans le chat le nom de tous les soldats américains qui sont morts en Irak. Et c'est sa pièce. Donc il n'a pas fait un jeu vidéo, mais sa pièce, c'est un jeu vidéo. C'est très malin. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a aussi pas mal de photographes qui se mettent à faire des photos dans les jeux vidéo, et alors soit qui, pour le parti pré-esthétique, soit vraiment utilisent le médium jeu vidéo pour transmettre un message, comme par exemple utiliser les glitches et prendre en photo justement ce qui est caché par les murs invisibles ou ce qui n'est pas censé être vu. Ou alors, il y a eu un projet assez intéressant qui faisait des photos de joueurs aux côtés de leur avatar numérique sur World of Warcraft, Second Life ou quoi, et qui montrait un petit peu le réel et le fantasmé. Et voilà, et donc il y a plein de... Le judo finalement s'intègre avec plein de pratiques et dans plein de médiums où on ne l'attend pas forcément. Et moi je rajouterais juste une petite chose, c'est que Internet est donc un nouvel écosystème et qui crée aussi à sa façon, mais on ne l'appellerait pas comme ça, ses propres musées. C'est-à-dire, est-ce qu'un blog de quelqu'un qui compile un certain type de jeux en les analysant et en te montrant des captures d'écran, est-ce que c'est pas une sorte de mini-musée à son échelle? Enfin, est-ce que quelqu'un qui fait une vidéo sur un jeu... Alors, tu soulevais un truc qui était passionnant, c'est le fait combien de temps ça va durer si YouTube crash dans 10 ans. Il y a tout un pan. En fait, tout ça, c'est du sable. Tu vois. Et comment est-ce qu'on va garder ça? Est-ce que c'est éternel? Il y a déjà des choses qui disparaissent. Quand Abandonware ou je sais plus quel site avait été saqué, il y a des centaines des milliers de jeux qui sont devenus inaccessibles, sauf si tu as la cassette hyper chère. Enfin, donc en fait, ça pose une vraie question de la conservation dont tu parlais tout à l'heure. Là où un musée peut dire, à moins qu'il brûle, il va garder le truc de 1000 ans bien conservé, etc. Les cultures numériques actuelles et ce qu'elles produisent, elles ont ce problème de conservation. Qu'est-ce qui va rester? Qui les voit? Il y a tellement d'offres maintenant qu'il y a des choses qui sont plus visibles. Enfin, ce nouveau monde n'a pas encore trouvé le moyen de pérenniser, à moins de le mettre dans un musée ou d'imprimer des photos ou de garder une boîte hyper propre en disant on pourrait y jouer si on voulait. Enfin, tu vois, ça soulève cette question-là qui est intéressante. Et en soi, un blog, je trouve que si c'est fait avec une démarche, Tumblr, c'est un musée de GIF. Moi, ça me va très bien en fait. Et le GIF est une forme d'art, donc moi, je pense qu'il faut rester ouvert là-dessus. Parce qu'on est en train d'expérimenter là-dedans, et si on dit c'est fermé, ça n'a aucun intérêt de le faire. Et clairement, il y a 1000 portes qui sont ouvertes. Donc oui, c'est de l'art, et ça va être encore plus ouf dans 20 ans. Voilà. Ouais. Oui, sur ces questions de conservation, il ne faut pas oublier aussi que Internet, ça tourne au charbon, en gros. Que la majorité, puisque l'électricité aux USA et le mix énergétique est très basé sur l'industrie du charbon. Et du coup, Internet, ça tourne au charbon, quoi. Donc, c'est super. Et du coup, ça, comme vous savez, bientôt, on ne pourra plus. Enfin, sans doute. Ou même si on continue à le faire, ça va partir en live et tout. Et du coup,
y a un artiste qui fait des trucs. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas d'artistes aussi qui s'intéressent à ça, du futur d'Internet sans électricité ou avec moins d'électricité. Je vais vous donner 2 exemples. Un Allemand qui s'appelle Aram Bartol, qui fait partie du Fat Lab, un collectif très très actif à Berlin, mais qui a cessé son activité, qui fait plein de trucs en rapport avec ça. Notamment, il a fait un gros caillou dans lequel il y a un serveur. Et genre, quand tu viens faire un feu sous le caillou, ça génère un peu d'électricité, donc ça allume le site web. Enfin, il essaye de faire des trucs comme ça, de réfléchir à comment tu peux faire des sites web, mais plus basiques. Un caillou. Il y a qui d'autre ? Il y a des Hollandais. C'est le Low Tech Magazine qui ont récemment fait un site web très joli, qui est entièrement fait par énergie solaire. Et ce qui est particulier, c'est que du coup, ils disent s'il pleut pendant 2 semaines, le site va s'éteindre. Et donc, il faudra revenir quand il fait soleil. Mais le site, il est basé à Barcelone, donc ça va. Mais voilà. Je peux juste faire un dernier exemple. Ah oui, oui, Il y a juste un dernier jeu que j'adore. J'ai pas réussi à y jouer parce que je capte rien et c'est pas du tout playful, mais il me fascine énormément. Ça s'appelle Memories of a Broken Dimension. Et c'est un jeu qui est en développement. Et l'idée, c'est qu'en gros, tu te connectes par satellite à une dimension numérique cassée. Donc la zone est complètement glitchée, c'est-à-dire que c'est en déplaçant ta souris que tu vois des espèces de data moshing, un peu comme sur VLC là quand ça bug. Et en fait, c'est gris, et t'as l'impression de rentrer dans un univers virtuel qui serait plus lisible, ou en tout cas très mal. Et ça pose aussi la question de la lisibilité. T'as beau garder 10 jeux d'il y a 22 MO5, il faut un lecteur de MO5 pour y jouer. Enfin, il y a aussi cette question de la jouabilité et dans le temps, le fait que les données et le hardware va aussi s'abîmer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est voué à disparaître dès le départ en soi. Donc ça pose des questions que ce jeu exprime, je trouve. Voilà. Je vais rebondir juste sur la notion de hardware, justement, parce que y a aussi un mouvement qui dans le jeu vidéo qui est celui du alt controller. Il y a eu énormément de jeux avec des contrôleurs alternatifs qui ont été développés, notamment ici, pas loin, à Tourcoing, tous les ans, jusqu'à 2017, je crois que c'était la dernière. Il y avait une game jam qui s'appelait The Machine, durant laquelle des développeurs se rassemblaient pour développer des jeux, mais avec des contrôleurs alternatifs. Et il y a eu plein de productions, c'était pas la seule jam à faire ça, et puis il y a des artistes qui se sont vraiment spécialisés là-dedans. Et en fait, le constat, ça a été qu'après ces projets-là, ces jeux-là étaient ressortis peut-être 1 fois, 2 fois sur des expositions, voire même après la jam, c'était fini, il était vaguement conservé quelque part. Et donc c'était des jeux qui étaient voués à disparaître, mais assez rapidement. Et du coup, en termes de conservation, il y a quand même des personnes qui individuellement ont décidé que non, il fallait garder une archive de tout ça. Et je pense notamment à Pierre Corbinet qui a créé un site qui s'appelle Check That Button et qui référence tout plein de ces jeux. Donc ça a été un gros boulot fait de sa part. Après, je ne sais pas s'il continue de le tenir à jour parce que c'est quand même beaucoup de taf. Mais du coup, pour l'instant, c'est plus des initiatives individuelles qui permettent de garder des traces, quoi. Du coup, oui, sur la conservation des jeux, il y a eu quelques initiatives qui ont émergé là, ces 2 dernières années, enfin même un peu plus, mais là ces 2 dernières années sur les jeux Flash, puisque Adobe a arrêté le support de Flash. Et donc il y a eu en gros une personne qui s'est dit on va en sauvegarder un maximum. Bon, après il a été rejoint par d'autres donc au final, et donc l'archive est disponible en ligne. Alors évidemment, comme d'habitude, j'ai pas le nom, mais vous pourrez trouver ça, je pense, assez facilement. Et c'est exactement la même chose aussi qui s'est passé avec les jeux Wii, puisque Nintendo a fermé le WiiWare Store, ce qui fait qu'en supprimant son store, si tu avais le jeu sur ta Wii, tu l'avais encore, mais sinon, il a disparu. Et donc il y a eu comme ça un projet de mise en commun de jeux sauvegardés sur des Wii pour après les mettre sur Internet. Et dernière parenthèse, il y a le Strong Museum qui fait un gros travail d'archives et de récupération de plein de choses. Du coup, ça peut être des jeux, notamment ils ont par exemple eu la première bêta de Age of Empires, quand ça s'appelait pas encore comme ça. Ils ont eu le document de travail de Will Wright sur SimCity. Enfin voilà, ils font un gros travail, donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil sur leur site.
Ouais, le Strong Museum. Le temps défile à une allure folle. Du coup, deux dernières questions. J'en avais une par rapport aux développeurs. Tu parlais de la photo, un bot tout à l'heure, et je pensais à une de tes vidéos, c'était les morts dans WoW. Je sais plus le nom de l'artiste, mais un artiste qui faisait des photographies de tous les cadavres dans WoW. Est-ce que le développeur peut aussi être un artiste? Est-ce qu'il est conscient que ce qu'il fait peut être repris? Enfin, est-ce que là, le développeur de WoW est conscient que ce qu'il a créé, les paysages, son personnage, son cadavre et tout, pouvait créer une belle photographie? Ou alors est-ce qu'il faut forcément un artiste pour reprendre ça et se le réapproprier et en faire une œuvre d'art? Alors, alors c'est une question difficile, mais bon, qu'ils soient conscients que leur jeu peut faire de belles photographies, ça, ils payent des graphistes pour ça, donc ça, je pense qu'ils en sont assez conscients qu'ils peuvent avoir des beaux panoramas, des photos qui sont intéressantes à regarder. Mais après, le travail de ces artistes qui vont détourner ou prendre des photos dans les jeux, c'est aussi montrer un détail insoupçonné. Donc je dirais que c'est un mélange des deux. Et donc oui, cet artiste-là qui prenait en photo les morts dans World of Warcraft, c'était pas prévu, c'était vraiment pour parler de mélancolie, pour parler de son trajet dans World of Warcraft, de ses débuts jusqu'au moment où il a arrêté le jeu. Mais après, il y a d'autres projets assez intéressants de Ken Shelley qui en gros, dans GTA, il a fabriqué un appareil photo physique, mais qui ne marche que dans GTA. Ce qui fait que si vous regardez dans la lorgnette, vous allez voir le jeu GTA et quand vous tournez, vous prenez des photos dans le jeu uniquement. Donc voilà, donc j'ai envie de dire que c'est un mélange des deux. C'est aussi le travail de l'artiste, enfin des artistes plasticiens, de mettre en relief certaines choses, et le travail des artistes graphistes de mettre en relief d'autres choses encore. Moi, ça pose la question que je trouve passionnante des utilisations émergentes, c'est-à-dire du joueur ou de la joueuse qui utilise un jeu d'une façon qui n'était pas prévue par le développeur. Et moi, il y a un truc, j'ai un petit kink secret inavouable, c'est, je me suis intéressé au speedrun à cause de ça, c'est tous les moments où on trouve un moyen pour le sprite du joueur de passer en OOB, on appelle ça, donc c'est le out of bounds, c'est quand tu arrives à faire clipper ton personnage hors de la zone qui a été codée par le développeur. Et généralement, tu voles dans le vide et tu vois en fait tout le level qui a été fait, mais un peu dans les coulisses, tu le vois avec les polygones dégueulasses qui l'entourent, enfin tu vois et en fait quand on passe dans ce truc là, c'est un peu moi comme si on passait de l'autre côté de la matrice. Il y a quelque chose qui se passe ici qui est pour moi très émotionnel, où en fait c'est un peu métaphysique, c'est très étrange, j'ai du mal à te l'expliquer, mais là on se trouve dans quelque chose qui n'a pas été prévu par le développeur. Il a même prévu que tu puisses pas faire ça, mais il y a des gens qui ont trouvé le moyen de faire ça et qui du coup voient ton jeu que toi-même en tant que développeur tu n'avais pas imaginé de voir. Et en fait ça, je trouve que du coup, là, il y a quelque chose qui tient plus de l'utilisation du joueur qui fait art, plutôt que le jeu qui, à la base, était un jeu de baston. Et là, ça se transforme en truc métaphysique sur waouh, je prends du recul sur le monde, je vois les choses différemment. Enfin, et puis même, ça montre toute l'inanité du truc, qu'on a fait. Ça devient un objet un peu comme une ruine et que tu regardes de loin. Enfin, il y a une émotion qui n'était pas prévue. Et ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Bah, tu spoil un peu sur la table ronde de demain, du coup c'est. Je suis comme ça, moi je spoil à fond, moi. Sur quand les joueurs se réapproprient les jeux. J'avais donc dernière question avant de passer à des questions publiques. Est-ce que vous pensez que les AAA participent au fait qu'on peut considérer le jeu comme un art, ou alors le jeu vidéo et art, on le trouve que du côté des développeurs indépendants? Alors, je prends la parole maintenant, mais je vais vite la passer parce que je vais faire un aveu, j'y connais rien en AAA. Je suis pas du tout une gamer. Enfin, si je joue vaguement à Zelda quand il y en a un qui sort, ça s'arrête là. Mais pourtant, je suis convaincue que les AAA ont évidemment leur place aussi, parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites dans leur développement. Enfin, ça serait ridicule de les mettre à part de cette question en fait. Moi, j'adore discuter avec que ce soit d'autres joueurs, d'autres personnes, mais aussi avec mes étudiants, leur demander à quoi ils jouent, etc. Et il y a tellement de choses qui peuvent me raconter, genre ah ouais, ça a été fait de telle façon, et puis d'avoir leur regard sur le truc où je me dis bah oui.
le AAA a sa place dans un musée. Ça dépend du AAA, évidemment. Oui. Oui, voilà. Non, pas du tout. Mais je parlais à une personne qui me parlait de The Witcher 3, par exemple, auquel j'ai pas joué, mais qui me disait, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ce jeu. Je le trouve excessivement bien fait, pour plein de raisons. Et j'ai juste pas envie de mettre à part toutes ces personnes qui considèrent que ce sont des chefs-d'œuvre, parce qu'il y a sûrement de très bonnes raisons. Voilà, je vais passer la parole. Qui veut... Oui, donc je suis aussi du même avis. Mais d'autant plus que le AAA a beaucoup d'argent, beaucoup de technologies qui, après, sont accessibles aux indépendants ou à des artistes ou des graphistes, etc. Donc les deux participent, et en plus les AAA vont aller repêcher du côté des indés pour les incorporer dans leur jeu. Et donc j'ai envie de dire que c'est une sorte de... Les deux coexistent. Et je voulais dire un truc et j'oubliais. Mais voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Et ben, du coup, je pense qu'on peut passer aux questions du public, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Je vais y aller. Ouais. Bonjour, ma question c'était de savoir quel est le meilleur souvenir que vous aviez eu dans un jeu vidéo, enfin le moment le plus mémorable qui vous revient spontanément en tête, enfin à part Inside il y a 2 jours pour Alt, voilà. Bah là, j'ai rien qui me vient en tête. Ce qui est assez étonnant parce que je sais que j'ai été marqué par plein de jeux. Il y a plein de jeux qui m'ont soit captivé parce qu'ils étaient fun, soit parce qu'il y a eu un choc émotionnel, ce que vous voulez. Mais là, c'est étrange de rester... pas réussir à répondre à cette question, mais ouais, j'ai pas pouvoir. Et ben moi, je vais donner une réponse parce que j'ai pas peur de mettre les pieds dans... je vais dire que c'est Outer Wilds, un jeu qui est sorti il y a presque un an. Et j'ai trouvé là-dedans tout ce que je pouvais rêver de trouver dans un jeu vidéo. Et je me suis fait cueillir parce que c'est une esthétique assez naïve. Je croyais que c'était pas pour moi et tout. Et il y a concrètement des moments où j'ai arrêté de jouer tellement j'ai été pris dedans. Il y a des phases de vertige, par exemple, des trucs cosmiques. En fait, je suis vraiment... c'est un jeu que j'ai envie de faire jouer à la terre entière, quoi. Et c'est quelque chose d'incroyable, de pur, d'honnête, de magnifique. Système d'exploration. Enfin, j'ai eu des émotions comme je pensais pas qu'un jeu pouvait me les donner de façon aussi généreuse, pure et parfaite, quoi. Donc faites-le si vous pouvez. Voilà. Il sort sur PS4 dans 3 jours. C'est l'occasion. Voilà. Alors moi qui suis en train de jouer à Outer Wilds pour l'instant, je peux confirmer, c'est hyper bien. Et sinon, j'en ai parlé justement à Camille tout à l'heure. C'est donc je jouais avec un ami à The Witness, et quand ça fait plus ou moins 20-40 heures qu'on est dessus et que tout revient, je sais pas s'il faut spoiler, mais bref, il y a, ouais, on peut pas spoiler. Hein. Ça m'a vraiment renvoyé moi vers des questionnements existentiels. Sur le pourquoi des choses et ça a vraiment mis un autre point de vue sur tout le temps que j'avais passé dessus, alors que j'avais déjà vécu plein de trucs tout du long. Puis bon voilà, je dirais ce moment-là, ouais. Est-ce que c'était forcément un bon moment ou le moment le plus mémorable? Plus mémorable. Bah franchement du coup quand j'étais petit et alors quand j'avais un truc comme 5 ans, je pense, j'ai joué très tôt aux jeux vidéo et j'avais pété un câble sur un casse-tête. J'avais joué super longtemps à un casse-tête et j'étais devenu complètement fou. Je me rappelle, j'avais eu une espèce de crise de colère et de frustration et ma mère m'avait dit oh là là, tu arrêtes les jeux vidéo maintenant pendant quelques jours, Samuel. Et voilà, c'est mon expérience la plus mémorable. C'est pas facile comme question. Moi, j'ai 2 expériences mémorables, une bien et une pas bien. La bien, du coup, je dirais que c'est quand j'ai joué à Abzu.
j'étais en train de nager avec les poissons et genre j'ai eu une espèce de j'ai une vague de je suis super contente d'être avec les poissons et genre vraiment ce jeu il m'a vraiment transporté, enfin en termes de couleurs, d'ambiance et tout ça, émotionnellement c'était vraiment je me suis sentie bien en jouant à ce jeu-là. L'expérience pas bien, c'est Amnesia. Genre il m'a traumatisé ce jeu, enfin vraiment j'y suis restée peut-être même pas 5 minutes, mais j'aurais pas pu faire plus, quoi. J'ai cru que j'allais me pisser dessus. Voilà. Pardon, alors en fait je vais rajouter un truc positif pour finir. En fait, mon exemple il est un peu con, je pense que c'est pas ça qui est le plus important. Genre, je pense que ce qui est vraiment le plus important, et un des trucs les plus fondateurs dans le jeu vidéo, pour moi, c'est quand je jouais à Counter-Strike 1.6 dans une salle de jeu en réseau à Chambéry, où ma mère nous posait avec mon frère quand elle allait à la bibliothèque, et nous on restait une demi-heure jouer là-bas, et on était jeunes et puis tout le monde était super fort, on se faisait défoncer la gueule. Mais le fait d'être dans cette communauté de gens plus vieux, plus jeunes, et enfin l'expérience sociale d'être physiquement côte à côte avec les gens, c'était vraiment excellent. J'ai quasiment, enfin c'est un de mes souvenirs les plus forts de mon enfance. Je sais pas si c'est triste de dire ça, mais en tout cas, Counter-Strike 1.6 à la bibliothèque à Chambéry, c'était lourd. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, au cinéma, on a l'exemple, par exemple, des Wachowski, avec notamment Matrix 3 et ses Speed Racer, ou alors de Edgar Wright avec Scott Pilgrim. Dans le jeu vidéo, on a aussi les exemples de, évidemment, Miyamoto, John Cage, même si il a une image un peu tendancieuse ces derniers temps, etc. Enfin bref, ces deux médias, le cinéma et le jeu vidéo, en termes de représentation artistique, ont tendance à être dominés par des grandes figures. Qu'est-ce que, dans vos domaines respectifs, vous pensez du risque évident pour le jeu vidéo, justement d'être divisé à l'avenir entre une partie jeu vidéo artistique, peut-être même élitiste, dominée par des grandes figures, et une partie jeu vidéo pas du tout artistique, peut-être même vulgaire au sens classique, donc proche du peuple, qui s'intégrerait pas dans cette dimension de 10e art en fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette division qu'on pourrait craindre ? C'est ça ma question. Alors, moi je suis pas trop d'accord avec le postulat de base de dire qu'on a un côté jeu vidéo artistique et élitiste et un autre qui est plus proche du peuple, parce que au contraire je trouve que le jeu vidéo indépendant il se veut comment dire, ce sont des développeurs qui partagent souvent leurs expériences personnelles et en ça j'ai vraiment pas le sentiment que ça soit élitiste. Je pense à, je sais pas, par exemple Sea of Solitude qui est sorti récemment, c'est du jeu indépendant, c'est un jeu avec une personnalité forte derrière qui est celle de Cornelia Geppert, j'espère que je dis bien son nom. Et pourtant, en fait, elle parle de problèmes de santé mentale, de problèmes de famille, des choses qui peuvent tous nous toucher. Et du coup, je trouve ça peut-être un peu dommage de faire cette séparation-là. Ensuite, par contre, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut faire attention de ne pas toujours mettre un nom derrière un jeu. Parce que c'est rarement, enfin, ça arrive que ce soit qu'une seule personne, mais quand c'est pas le cas, il faut pas oublier la team qui est autour. Et ça, c'est un truc auquel il faut faire attention, notamment quand on s'exprime sur les équipes des jeux dont on parle. Souvent, ça passe par les réseaux sociaux ou bien par les articles de presse. C'est un peu récurrent d'avoir, oui, le jeu de un tel, alors que derrière, il y a 10 autres personnes aussi. Donc là, je suis d'accord qu'il faut être vigilant là-dessus et pas tout le temps rattacher un jeu à une personne. Par contre, sur la dichotomie élitiste proche du peuple, je suis un peu moins d'accord. Ouais, je suis bien en accord avec ce qui vient d'être dit. Je dirais que cette question, c'est peut-être aussi, enfin, je suis pas sûr de l'avoir bien entendue et comprise, mais en tout cas, je vais réagir peut-être plus à ce que tu as dit toi.
D'accord. Mais sur cette dichotomie, je pense que c'est avant tout un problème social et politique et économique, c'est-à-dire le fait de vouloir classifier les choses entre art, pas art, machin, etc. C'est plutôt lié à est-ce qu'on a envie de bien payer les gens, enfin, je veux dire, et dans quel système économique les choses s'insèrent. Et le problème de dire que c'est une personne qui a fait un truc, il y a le même problème dans tous les arts, dans les arts vivants, dans les arts plastiques, parce que on pourrait dire que c'est pas vrai que c'est un tel qui a fait ça, parce qu'en vrai, oui, il n'était pas tout seul, il l'a fait avec plein d'autres gens, et en général, c'est souvent une personne qui prend tous les bénéfices symboliques de célébrité, etc., pour tous les autres. Et effectivement, c'est injuste. Et ça, je pense qu'on a un problème avec ça s'appelle le star system, et c'est de la merde, et effectivement, il faudrait passer à autre chose. Mais c'est lié à nos biais cognitifs de cerveau humain, on est débile, et on sait retenir qu'un nom, on sait pas retenir 20 noms. Mais bon, c'est pas une raison pour pas essayer de faire mieux. Bref, voilà. Moi, il y a une touche d'espoir dans tout ça. C'est parce que ça parle un peu de noblesse d'un certain art, d'un milieu qui mépriserait un autre, qui serait de moins bonne qualité ou avec moins de culture. C'est un peu cette idée-là. Mais je pense qu'un enfant de prolétaire qui joue à Call of Duty peut mépriser un bourgeois qui joue à Candy Crush. Donc tu vois, ça crée des nouvelles passerelles intéressantes. Où est-ce que ce qui va faire qu'on méprise un jeu, c'est la qualité intrinsèque du jeu ou la classe sociale qui y joue? Enfin, tu vois, je pense que ça c'est une question qu'il faut étudier. Je pense même sociologiquement, parce qu'il y a des lignes qui bougent aussi dans les publics qui jouent et les œuvres qui sont proposées. Il y a des nouveaux paramètres, je trouve, par rapport au bon cinéma, du cahier du cinéma ou du film de genre qui sort en direct ou DVD. Tu vois, je pense que les choses elles sont plus complexes que ça. Candy Crush fait des millions. Et il y a plein de gens qui vont dire que c'est un peu le degré zéro du jeu mobile un peu simplet, ce que je pense pas d'ailleurs. Hein. Et puis d'autres qui vont dire un vrai jeu, non, c'est un truc avec The Witcher 3, ça c'est un vrai jeu. Enfin, donc je pense qu'en fait c'est difficile de trancher cette question, mais quand tu vois l'autorat qui commence à apparaître dans les jeux vidéo, qui peut être bien quand ça met en avant des gens qui ont des choses à dire et que ça fait naître une écriture, et il y a une écriture jeu vidéo. Après, quand c'est David Cage qui prend pour lui toute la richesse d'une équipe, bah, ça pose une autre question qui du coup là est peut-être moins positive, quand même, parce que quand on n'aime pas David Cage, on met dans le même sac les 150 gens ultra doués qui veulent juste faire des trucs cool, quoi. Donc c'est une vraie question, et je pense qu'elle apparaît pas encore trop, mais que ça va se poser un jour, c'est sûr. Et du coup, ça se voit, ce genre de séparation se voit pas mal dans les expos de jeux vidéo qui soit vont faire que du AAA, vont montrer que du AAA, vont mettre en scène que du AAA avec les croquis, des vidéos, tout ce genre de choses. Et d'un autre côté, il y a des expos qui sont que centrés sur les indés et avec un vrai rejet l'un de l'autre. Dans certaines, dans pas tous évidemment, mais dans certaines, il y a un vrai rejet l'un de l'autre. Alors, les indés qui rejettent le AAA parce que, enfin, je n'ai pas la réponse, hein, mais bon, qui est plus visible. Donc, ils ont besoin de créer aussi un espace pour eux. Mais là aussi, où il y a d'autres rejets, c'est du côté des artistes qui détournent les jeux vidéo ou qui vont en créer, mais qui se disent plasticiens, et entre ceux qui vont aussi se dire game designer. Il y a relativement peu d'expositions qui vont mélanger dans la même pièce, dans la même exposition, un AAA, un jeu indépendant, un jeu artistique et un détournement. Et alors il y a Beta Public en Angleterre, je crois, qui fait ça, qui propose des performances en même temps du jeu aussi. Et en France, il y a l'expo de Isabelle Harver et Chloé Desmoineaux qui s'appelle Game, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon. Et du coup, elles vont mélanger du coup les indés et les artistes qui vont détourner le jeu et d'autres formes de jeux aussi. Ça va être l'heure, peut-être une toute petite dernière question si vous en avez, très rapide, ouais. Et puis après on aura une petite démonstration du coup du travail de Samuel Aquil et de Simon Thomas. Moi, c'était juste une question un peu plus sur le début de la conférence. On a beaucoup parlé du rapport entre l'art et les musées, surtout un peu comme si le jeu vidéo était exposé dans un musée, alors c'était de l'art. Enfin, en tout cas, c'était un peu l'idée qui était un peu connotée derrière les premiers arguments. Mais comme actuellement, plutôt dans les musées, on voit plus l'art de façon contemplative, dans le sens où c'est surtout des peintures, des sculptures, des trucs qui sont exposés, alors que le jeu vidéo est dans son essence interactif et donc a donc besoin d'avoir une certaine interaction. Est-ce que finalement c'est valable de dire que le jeu vidéo pourrait être considéré comme de l'art s'il est exposé dans un musée, alors que c'est visiblement
une façon de le présenter qui n'est pas adaptée à son essence. Surtout que, donc, est-ce que le jeu vidéo est un art, c'est pas plus se poser la définition de l'art lui-même, puisqu'en fait, actuellement, le jeu vidéo est considéré comme un art. Ça a mis longtemps avant que ce soit le cas, mais aujourd'hui c'est le cas. Enfin voilà, c'est le 10e art. Enfin voilà, la plupart de la génération aujourd'hui pense que c'est de l'art, donc c'est pas plus se poser comment est-ce que la définition de l'art actuellement a évolué pour intégrer le jeu vidéo et le fait qu'il y ait souvent des équipes entières qui travaillent dessus, il n'y a pas une seule personne derrière, souvent il y a de l'interactivité, comment est-ce que ces nouvelles caractéristiques de ce média sont entrées dans la définition de l'art, plutôt que de se demander pourquoi est-ce que ce qu'il y a dans le jeu vidéo actuellement qui correspond à l'ancienne définition de l'art. Voilà. Je dirais que en fait c'est qu'on a un biais, c'est que souvent on limite à la fois l'art à sa dimension visuelle, graphique, et c'est la même chose dans le jeu vidéo. Alors qu'en réalité, dès le début du XXe siècle, tu as les situationnistes par exemple, ou des artistes qui vont commencer à s'intéresser à la performance et qui vont, plutôt que de proposer une œuvre qui est fermée et qui est montrée, vont proposer plutôt des expériences et des mots d'ordre, des actions. Comme je sais pas, Francis Alice qui trimballe un glaçon dans une ville jusqu'à ce que ce glaçon fonde. Et pour moi, c'est un peu ça la porte, c'est-à-dire que quand tu commences à envisager l'art comme une expérience plutôt que seulement comme un truc contemplatif, ça peut aller plus loin, quoi. Tu peux aussi mettre les gens en situation. Il y a aussi tout un courant de l'art qui s'appelle l'esthétique relationnelle, où les plasticiens vont s'intéresser à comment ils peuvent créer des relations entre les gens. Là, du coup, tu vois les ponts qui peuvent être faits entre un art qui est de nature interactif, qui est les jeux vidéo, et les arts plastiques au sens plus large, quoi. Je dirais ça. Mais ça existe, le situationniste, c'est les années 20, je crois, 1920. Du coup, je sais plus. Enfin, voilà, c'est vieux tout ça dans les arts plastiques. Et du coup, ouais, il y a donc les pièces dans les galeries ou dans les musées sont pas forcément pas interactives. Du coup, dire que le jeu vidéo se différencie des autres comme étant interactif, ça me semble un peu faux. Mais enfin, parce que t'as plein d'artistes qui vont te dire, marcher sur ce que j'ai fait, ça participe à la destruction de l'œuvre, à la construction d'autres choses. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi plein de... Enfin, il y a plein. Il y a donc le premier musée du jeu vidéo de France, je crois, le Pixel Museum, qui du coup a une démarche intéressante, même si pour moi je ne pense pas que ce soit une bonne démarche, c'est de muséifier le jeu vidéo. Ce qui fait que quand on entre dans le Pixel Museum, on a principalement des vitrines. On a très peu de choses interactives. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir jusqu'où la recherche de légitimité va transformer l'objet.